Plessier, je suis la cofondatrice de Cocoom, déjà. Alors Cocoom, c'est un outil de com interne transversal pour apporter de la transparence. Et ce qui m'anime effectivement, c'est les nouveaux modes de gouvernance collaborative. Je suis aussi la fondatrice, co-organisatrice des meet-up. Alors entreprises libérées qui ont changé de nom, parce qu'on va voir qu'entreprise libérée, ça fait un petit peu débat, donc des meet-up, hop là. Et j'interviewe, je fais intervenir plein de chefs d'entreprise qui nous racontent leur parcours et j'essaye de capitaliser un peu sur tout ce contenu, toutes ces bonnes idées, toutes ces erreurs, parce que c'est ça qui est important, pour le partager avec plein de monde. Voilà. Merci, bienvenue. Bonjour à tous, et je suis Claire de chez FlexJob et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Moi je viens plutôt du domaine des ressources humaines et FlexJob a été fondé il y a 6 ans sur la conviction que les organisations de demain avaient à se réinventer, à réimaginer le travail autrement, en se fondant sur l'autonomie, la collaboration, la flexibilité. Donc on accompagne des organisations dans leur nouvelle façon de travailler, à différents niveaux et sur des sujets tels que la mise en place du travail hybride, les espaces de travail, mais aussi les nouvelles formes de gouvernance. Et en interne chez FlexJob, on expérimente aussi plein de nouvelles façons de travailler, dont on pourra reparler, de salaire libre, de congé libre, d'associations, voilà, entre autres. Ravi de vous rencontrer. Bonjour à tous, moi je suis Pauline Rowe, je suis là pour le Hub 612. Le Hub 612, c'est l'incubateur accélérateur VC de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc on accompagne une 50aine de startups, dont pas mal sont ici et pitcheront tout à l'heure. Toutes les startups qu'on accompagne sont sur les thématiques FinTech, InsurTech, et avec un prisme Deep Tech important également, donc tous les sujets qui vont tourner autour de l'IA, de la data, de la blockchain, et de plus en plus du Web3. Voilà, on a 6 ans, on accompagne une 50aine de startups, on a 3 métiers, donc l'hébergement, le coworking, l'accompagnement et l'investissement via le Hub 112 Participation, grâce auquel on peut investir dans les entreprises. Et au-delà des sujets très tech, on a une ADN très forte depuis le début qui est autour du Future of Work, bien avant que ce mot soit mis sur le devant de la scène avec le confinement. C'est des valeurs et une façon de voir le travail qui anime Cédric Gnotin, le fondateur, depuis le début. Et comme il le dit, et comme j'aime beaucoup le reprendre, on a une vision décomplexée du travail. Et tous les jours, c'est très très chouette à vivre. Et donc moi, je suis Hugues de Saint-Vincent, donc je suis cofondateur et associé de Fly the Nest. Donc je suis plutôt là aujourd'hui pour parler de la façon dont on est organisé chez Fly the Nest. Donc on est 25 dans toute la France, organisé donc en autogouvernance. Et Fly the Nest, on accompagne les entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent leur changement d'échelle. Donc on observe beaucoup chez nos clients, mais on n'essaye pas de promouvoir l'autogouvernance chez nos clients, mais on peut quand même observer les façons dont ils sont organisés. Et historiquement, un des deux cofondateurs a pour but et pour mission de dire qu'on doit être les cordonniers les mieux chaussés. Donc on teste des choses chez nous, et là je suis associé, mais dans quelques jours ou semaines, ça sera plus vrai, parce qu'on a décidé de donner nos parts à un fonds de dotation actionnaire, et donc on pourra aussi parler de ça aujourd'hui. Donc une démarche de dépossession, on va dire, assez radicale, pour essayer de se dire que ceux qui font la valeur de Fly the Nest, c'est ceux qui y travaillent à un moment donné. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler, mais voilà, on est sur un chemin assez nouveau. On essaye d'ouvrir une voie sans prétendre qu'on ait la bonne réponse, mais en tout cas c'est assez excitant. Je suis content, au-delà de la conférence, de pouvoir en discuter avec vous toute la journée. Voilà. Merci Hugues, bienvenue à tous. On va commencer peut-être du coup par une question pour Claire. De quoi on va parler? On peut peut-être contextualiser. C'est quoi la gouvernance? C'est pas parce qu'on est au domaine du gouverneur qu'on parle de ça, évidemment. C'est un sujet majeur pour beaucoup d'entreprises. Donc je te laisse peut-être contextualiser tout ça. C'est vrai que c'est un terme dont on entend beaucoup parler de gouvernance. En fait, ça, plus largement, on pourrait dire que c'est l'ensemble des normes, des règles qui permettent à une structure de fonctionner. Et ça peut être des règles qui sont explicites, mais aussi implicites, et qui touchent aussi au mode de décision. Comment est-ce qu'on prend une décision? Et on parle un peu plus... Enfin, si on a différentes formes de gouvernance, et ce qui peut peut-être nous intéresser aujourd'hui aussi, c'est les formes de gouvernance plus partagées, qui redonnent la parole justement aux collaborateurs et qui réinventent en fait des structures
des modèles pyramidaux qui ont bien fonctionné à une époque et qui aujourd'hui, avec une forte demande de sens, de responsabilisation, d'autonomie, peut-être peuvent être réinventés. Et il n'y a pas une seule forme, mais c'est vraiment très protéiforme. Ça peut prendre différents chemins hein, en fonction de chaque organisation. Il y a plein de modèles différents de gouvernance partagée. Alors, on entend souvent entreprise libérée, ça fait un peu c'est un peu la mode. Peut-être Anne-Laure, tu peux nous éclairer sur tous les modes qui existent et un peu nous parler de Hopla. Oui, alors c'est vrai qu'il y en a pas mal. Déjà, entreprise libérée, on l'utilise de moins en moins, c'est très galvaudé. À chaque fois qu'on dit ça, oulala, ça fait peur, mais libérer c'est quoi? C'est une utopie, ça sert à rien. En réalité, tu le disais, effectivement, l'enjeu c'est de passer à un mode de gouvernance plus collaboratif. Et là, il y en a autant que d'entreprises. Finalement, c'est le modèle qui vous correspond. C'est juste réussir à sortir du côté très pyramidal, plan d'action, reporting, KPI, et sortir de ça. Il y a deux façons de l'envisager. Effectivement, il y a le côté recruter, avoir des collaborateurs, limiter le turnover. Mais finalement, vous devez aussi vous poser la question en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Ça va vous apporter un poids en moins. Vous allez être moins seul, moins isolé, vous allez bénéficier de l'intelligence collective de vos collaborateurs et vous allez vous rendre compte que l'entreprise, elle est vivante et elle est là pour vous aider. Dans les modes un peu qu'on voit, et c'est pour ça qu'on a transformé le nom de Meetup Entreprise Libérée vers les Meetup Hopla. C'est un acronyme Hopla, c'est pour dire on fait un premier pas vers l'entreprise holacratique, opale, partagée, agile, libéré, éclairé. Non, je l'ai fait éclairé, libéré, agile. Voilà. Parce qu'il y a plein de modes et vous allez le voir, on va pouvoir en discuter après, je pense. Vous allez pouvoir trouver le modèle qui vous correspond. Il y a des modèles plus ou moins processés, des modèles plus ou moins sur la vision, des modèles plus ou moins sur la responsabilisation des collaborateurs. Mais globalement, si vous avez plus envie d'être seul pour prendre des décisions, que ça vous pèse, que vous vous dites que les collaborateurs que vous avez vont pouvoir vous aider à passer un cap, eh ben, c'est peut-être le moment de changer de modèle. Super, merci, c'est très clair. C'est quoi l'intérêt d'ouvrir sa gouvernance? Qu'est-ce qui pourrait pousser un entrepreneur ou une entreprise à le faire? Alors, moi, je vais répondre sur l'aspect ouverture gouvernance. On peut ouvrir sa gouvernance à différentes personnes, à ses collaborateurs, mais également à des actionnaire. Donc, je vais prendre ce prisme-là qui correspond au Web 112 et au fait que les startups qu'on accompagne font entrer à leur capital des différentes personnes. Au début, ça peut être vu comme une contrainte. C'est souvent lié à un besoin de financement. Mais ouvrir sa gouvernance, c'est pas perdre le contrôle, c'est s'ouvrir l'esprit et accueillir dans son processus de décision des personnes qui vont être experts sur une thématique métier. Donc les intérêts d'ouvrir sa gouvernance à des actionnaires financières, bien sûr. Ça ouvre aussi après forcément s'il y a plus d'actionnaires, accès à des crédits plus simplement. La partie réseau, clairement, contact, réseau. Un apport aussi en termes de méthodologie sur les prises de décision. Un apport sur l'accélération de prise de décision. Après, c'est important aussi de bien choisir à qui on ouvre son capital. Il faut que les personnes qui rentrent au board, effectivement, aient le temps et l'envie et des compétences particulières qui peuvent apporter un plus à l'entreprise. Je verrais ça comme avantage. Peut-être qu'on peut compléter sur la partie intérêt d'ouvrir sa gouvernance. Peut-être que tu peux compléter, ouais, si tu veux. Ouais, moi, ce qu'on dit souvent à nos clients et vraiment ce qui a été le point de départ de Fly the Nest, c'est de dire, je pense que vous êtes tous ici d'accord avec ça, c'est quand on est entrepreneur ou quand on est investisseur, etc., c'est en fait on a envie de construire une boîte qui nous ressemble et souvent on a quitté le monde du salariat où on n'a pas envie d'y aller parce qu'on a envie de construire une boîte à notre image. Et par définition, quand on est dans une start-up, l'exécution à un moment s'accélère et ça va très très vite. Et en fait, c'est à ce moment-là où parfois on s'organise comme ce qu'on a vécu par le passé. Et c'est là où il y a une distance qui se crée entre la boîte qu'on avait envie de construire et finalement on est pris dans le quotidien et du coup on prend des réflexes du passé de les entretiens de recrutement ça se fait comme ça, la relation client ça doit être comme ça, les achats faut négocier un maximum, ça doit être comme ça. Et en fait il y a une distance et nous on a ce phénomène qu'on a chez beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants qu'on accompagne qui à un moment prennent du recul parfois après une levée de fonds voilà, et qui se disent ah, putain j'ai construit une boîte en fait comme exactement ce que je voulais éviter quoi. Et donc la gouvernance c'est vraiment ça, c'est se dire en interne et en externe avec des boards stratégiques, des investisseurs, des conseils,
qui on va faire venir pour construire la boîte qu'on a envie de construire. Et en fait, il n'y a pas de. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a de plus en plus de possibilités aussi techniques pour engager les collaborateurs. Et comme tu le disais, moi je pense quand même une nécessité de réinventer la gouvernance qui est due au fait qu'aujourd'hui l'information va vite et du coup les collaborateurs doivent pouvoir décider. Parce que si on attend de faire l'aller-retour de la pyramide, même quand on est 50, en fait, on va plus assez vite. Et quand on est une start-up, par définition, l'enjeu, c'est de pouvoir aller vite et de pouvoir prendre des parts de marché, être rentable le plus vite possible. Et donc, d'avoir un maximum de lâcher prise là-dessus, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui rend la chose compliquée, c'est que, comme je le disais, par définition, vous allez vite. Et du coup, en une année, parfois, vous êtes à la tête d'une boîte de 10 personnes. Et un an plus tard, vous allez être 40. En fait, vous devez avoir fait évoluer votre gouvernance en un an. Et quand on connaît une forte accélération, on a toujours tendance à vouloir se concentrer sur l'opérationnel et servir les clients, ce qui est tout à fait normal. Il faut réussir à se poser ces questions-là, être lucide, et faire un peu les deux en même temps. Donc voilà, moi, si on devait résumer, il y a une nécessité du fait que l'information va beaucoup plus vite. Donc une nécessité de permettre à des gens de décider là où ils sont, ce qu'on appelle un peu le principe de subsidiarité. Et la deuxième chose qui est pour moi la plus importante, c'est a priori on n'est pas entrepreneur pour répliquer des choses qu'on avait envie d'éviter. Et donc se poser la question assez régulièrement, peut-être tous les 3 mois, de quelle boîte j'ai envie de construire, avec quel mode de fonctionnement, quelle culture, quelle vision. Et tout ça, se dire, la gouvernance c'est jamais une fin en soi, mais se dire quelle est la bonne gouvernance pour pouvoir construire la boîte que j'ai envie de construire. Est-ce que, du coup, je peux te laisser le micro. Est-ce que je vous propose, on part du cas concret donc, que Hugues a évoqué tout à l'heure concernant votre fondation actionnaire, donc tu vas peut-être pouvoir nous expliquer. Et puis en partant de ça, on pourra en dériver un peu sur les bonnes pratiques, sur les choses à éviter, sur les façons de le mettre en place. Tu peux peut-être du coup nous expliquer un petit peu ? Oui, carrément. Alors nous, justement, le point de départ de la boîte que Erwan et Cédric, quand ils ont créé Fly the Nest, avaient envie de construire, c'est le fait que tous les deux, ils étaient ingénieurs, ils n'avaient pas envie, entre guillemets, d'être patrons. Et du coup, ils voulaient pas décider pour nous, les autres collaborateurs qui allions les rejoindre. Donc aujourd'hui, 5 ans plus tard, on est 25, on dit sur LinkedIn qu'on est tous cofondateurs parce que l'esprit c'est qu'on doit être tous entrepreneurs et on n'a pas de fonction support entre guillemets chez Fly the Nest, c'est-à-dire qu'on fait du recrutement, de la communication, du commercial, du pilotage financier et en même temps on accompagne nos clients. Et donc on décide chacun à notre niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire décider chacun à notre niveau ? Effectivement, on a des solutions pour prendre des décisions, donc on appelle les sollicitations d'avis. Donc on sollicite l'avis de personnes, ceux qui sont impactés ou des experts pour prendre nos décisions, mais on n'attend pas de quelqu'un qui nous dise quoi faire. Et donc ça c'est valable pas pour toutes les décisions, c'est des décisions minimes, c'est peut-être pas la peine, mais à partir de certains montants engagés ou certains niveaux d'impact pour les personnes qui vont être concernées, là on prend des décisions en demandant l'avis d'experts. Et donc on est organisé comme ça avec ce mode de décision qui est valable pour tout dans notre boîte. Je veux créer une nouvelle activité, je veux augmenter mon salaire, etc. On va solliciter l'avis, voir effectivement où est-ce qu'on en est dans notre track de progression. Et donc voilà, ils voulaient pas décider pour nous, Erwan et Cédric, ou décider pour les futurs collaborateurs de Fly the Nest. Et donc très rapidement est venue la question, comment est-ce qu'on supprime le pouvoir qui est lié à la détention des parts sociales de la start-up. Et après avoir exploré assez longtemps, parce que c'est quelque chose qui est nouveau en France, en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait créer ce qu'on appelle une fondation actionnaire. Alors en France, c'est un peu troublant de dire les deux à côté, parce que fondation, c'est servir le bien commun et comment dire, avoir une mission d'intérêt général. Et actionnaire, généralement, c'est les méchants patrons qui prennent des dividendes. Et ben nous, les dividendes, en fait, ils servent à financer une action philanthropique, donc entre guillemets l'intérêt général est notre actionnaire unique, puisqu'on va tous donner nos parts à cette fondation qui appartient à personne, mais qui est gouvernée par un conseil d'administration avec certains de nos clients, certains de nos partenaires, qui sont majoritaires d'ailleurs au sein de ce conseil d'administration. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça peut être un peu lourd, mais on pourra, pour ceux que ça intéresse, en discuter un peu plus. Mais ce que ça veut dire, c'est que, évidemment, on a des mandataires sociaux dans nos différentes structures juridiques, parce que c'est légal, mais ces mandataires sociaux, dans le fonctionnement opérationnel de Fly the Nest, n'ont pas plus de pouvoir que n'importe quel, on appelle ça les birdies chez nous, donc les collaborateurs, pour décider, pour prendre des décisions. Et donc voilà, on a une très très forte autonomie, une très très forte, moi j'aime pas le terme de liberté, je préfère dire une très forte responsabilité pour bien servir nos clients et faire perdurer Fly the Nest.
Et on sait que tout ça, si on fait du résultat, c'est-à-dire que si on est rentable, ça permettra de servir une mission d'intérêt général qui est du coup encapsulée entre guillemets dans notre fonds de dotation. Donc on n'a pas le droit non plus d'utiliser le terme fondation, parce qu'en France c'est bien particulier. Donc fondation actionnaire, c'est un terme un peu générique, mais juridiquement on va dire c'est un fonds de dotation donc, qui a été créé là en début d'année. Pour la petite anecdote, quand on a envoyé ça à la préfecture, ils n'ont pas compris ce qu'on voulait faire. Du coup, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ils étaient obligés de demander au ministère de l'économie de regarder un peu nos papiers, parce que des patrons qui veulent plus être patrons, mais continuer à travailler et donner la valeur, on pourra pas revendre nos parts du coup. Donc voilà. Après, on est payé, on peut avoir de l'intéressement, donc il y a d'autres formes de reconnaissance, on va dire. Mais voilà, on pourra pas revendre nos parts. Pour recontextualiser, Anne-Laure, tu pourras peut-être compléter, mais donc ça c'est un modèle parmi d'autres. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, c'est un modèle qui peut fonctionner. Il y a peut-être une échelle de graduation de l'ouverture de la gouvernance. Alors oui, mais juste pour ça, par rapport à l'échelle de graduation, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, c'est pas une part de gâteau que vous allez partager. En fait, c'est pas je vais lâcher un peu là, mais je vais garder ça. Le premier élément, déjà, c'est la confiance. Et la confiance, ça ne se partage pas à moitié. Donc, si vous voulez aller sur un chemin comme ça, déjà, il faut donner 100% de votre confiance. Une fois qu'on est parti de ce principe, effectivement, on peut avoir des modèles qui vont être différents et qui vont correspondre aux besoins, à l'envie du chef d'entreprise. Et ça va être primordial. Et ça peut concerner, on parle de start-up, mais moi, je connais des PME qui ont 35 ans, qui fonctionnent comme un organisme vivant. Je connais des très grosses boîtes comme HCL qui ont 15 000 collaborateurs. Et donc, par exemple, un premier modèle, c'est justement HCL, 15 000 collaborateurs, pyramide inversée. Il n'a pas brisé la pyramide au départ, il a juste décidé de l'inverser et de tourner son entreprise vers les collaborateurs qui créent de la valeur. Ça reprend un petit peu ce que tu disais. Donc, lui était PDG, il n'était pas fondateur, il ne pouvait pas partager des parts, il ne pouvait pas aller sur un mode complètement ouvert. Mais il a trouvé ce premier pas qui lui correspondait et qui a fait que son entreprise a performé. Et derrière, on peut aller jusqu'à effectivement plutôt les modèles Opal, où là, l'entreprise est vraiment un organisme vivant et va déterminer d'elle-même où elle peut aller, ce qu'elle peut faire, transformer son objet et aller très très loin. Donc ça, ce sera à vous de trouver dans les modèles celui qui vous correspond le mieux finalement. Tu veux compléter peut-être Oui, justement, je voulais réagir et je trouve ça passionnant la façon dont tu l'expliques aussi. Je voulais rebondir aussi par rapport au modèle pour donner un autre type de modèle qui peut-être peut vous inspirer. Chez FlexJob, on a aussi choisi d'avoir une répartition des parts du capital. Et en fait, ça a pris une autre forme. Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'entre les modèles, c'est pas forcément linéaire. Au départ, il y avait 2 investisseurs il y a 6 ans. Et finalement, il y a eu un rachat des parts par les collaborateurs qui s'est fait plus tard. Et où on a permis à chaque collaborateur, au bout d'1 an, d'être associé au capital de FlexJob. Donc ça, c'est des formes de gouvernance qui sont capitalistiques, qui réinventent aussi la façon dont une entreprise devient le bien commun de ceux qui produisent la richesse. Mais peut-être qu'il y a des niveaux de granularité qui sont différents, parce que là, on parle de capital, mais finalement, si on revient à la définition de la gouvernance, c'était comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble. Et en fait, il y a plein de moyens, avant d'avoir une répartition du capital, de travailler ensemble, de redéfinir des modèles différents, basés sur des prises de décision qui soient plus partagées. Par exemple, on accompagne par exemple une organisation qui met en place, sur un peu la base du modèle holacratique, des réunions de gouvernance très fréquentes, tous les mois, tous les 2 mois. Ils se disent quels sont nos rôles, quelles sont nos responsabilités dans l'entreprise, et comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, que les décisions soient prises, qu'on ait des espaces pour prendre nos décisions, etc., que les sujets soient traités. Et en fait, c'est des rituels réguliers qui permettent aussi de faire des itérations continues, de redistribuer, de repenser la façon dont on travaille ensemble. Et c'est pas seulement un manager, c'est pas seulement un codir qui va prendre des décisions sur un sujet. C'est des fonctionnements par cercle où on se dit, voilà, on a tel sujet, on a tel sujet très opérationnel. Comment on prend des décisions? Qui prend la décision? Et on peut très bien imaginer des nouvelles formes avec des rôles tournants, par exemple, dans ces cercles d'action, où finalement on monte en compétence sur différents sujets, on prend des décisions en collectif,
Et en fait, on va beaucoup plus loin. Hein, c'est un gain de temps et c'est un gain en efficience qui est énorme. Voilà. Super, merci. C'est captivant. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent en plus de ce qu'on s'était dit. Mais peut-être, Pauline, tu peux compléter, voir un peu avec les startups qui sont passées par le hub, s'il y a des bonnes pratiques qui ont été mises en place ou des difficultés auxquelles ont fait face les startups quand elles essaient de mettre ça en place. Alors, nous, Up 612, on est convaincus que ouvrir la gouvernance, c'est un cadeau qu'on fait aux startups, enfin leur permettre d'ouvrir leur gouvernance. C'est une des pierres angulaires de l'offre d'accompagnement. Quand les startups arrivent au Up 612, on leur suggère fortement de faire un advisory board dans lequel ils intègrent différentes personnes. Ça peut être effectivement des actionnaires, ça peut aussi être des personnes de leur entourage, des entrepreneurs, des amis, mais qui vont avoir un regard différent sur les prises de décision. Je pense que c'est vraiment le mot, le pilotage. La gouvernance, ça sert vraiment à ça sur la partie, en tout cas, stratégie. Et donc, effectivement, ça, c'est une partie. Et pour faire écho à ce que vous disiez, nous, on bosse beaucoup avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc qui est loin d'être une start-up, qui est un grand groupe ancré dans des traditions de décision ancestrales. Et on a aussi ce rôle-là de cellule d'innovation pour inspirer et insuffler au sein des grands groupes des nouvelles façons de penser, de réfléchir et de prendre les décisions. Et c'est vrai que des personnes qui sont comme ça depuis des années sur des prises de décision très hiérarchiques, très verticales, elles peuvent pas tout de suite arriver sur une entreprise libérée. Elles veulent avant savoir que ça fonctionne, elles veulent des preuves de fonctionnement au sein des grands groupes. Donc il y a des solutions intermédiaires, je pense, quand on parlait de granularité, il y a des modes de gouvernance intermédiaires. Ça peut être par exemple des shadow comex, où c'est comme des antichambres d'un comex, mais qui permettent effectivement d'intégrer doucement, progressivement, la vision des collaborateurs dans les prises de décision. Et après, je pense que les mieux placés pour parler d'un board et de personnes extérieures pour la prise de décision, c'est quand même les startups et les entrepreneurs qui ont des boîtes. Donc après, si on a le temps, je vois qu'il y a Mathieu qui est là, il y a Gilles et Pierre qui ont des boards. Et je pense qu'eux aussi peuvent témoigner de ce que leur apportent les personnes qu'ils ont intégrées, qu'ils ont choisi de mettre au sein du board. Nous, on demande à ce qu'il y ait effectivement quelqu'un, soit du hub, soit de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Mais eux, après, apportent leur réseau. Et c'est ce petit mélange, ce joyeux mélange qui fait la force de la gouvernance. Trop bien. Peut-être tu voulais compléter Juste rebondir en disant ce qui est intéressant là, ce qu'on voit, c'est en fait dans tous ces modes de gouvernance, ce qui est important, ça va être quel cadre on donne, donc quelle réunion, quelle instance, est-ce qu'on fait un board, un advisory board, etc. Et ensuite, qui sont les bonnes personnes pour être dans ce board, parce que je leur fais confiance, parce qu'ils m'apportent quelque chose sur leur business, parce que j'ai envie d'aller les chercher pour des raisons commerciales ou ils ont une vision marché, enfin je sais pas. Et en fait, il y a la gouvernance, c'est les deux, c'est-à-dire le contenant et le contenu, ou la forme, le fond. Enfin, vous pouvez dire ça comme on veut, utiliser les termes avec lesquels vous êtes à l'aise. Mais et ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Et si vous alliez les deux et que les deux vous permettent de bien fonctionner et de croître, c'est que vous avez gagné, quoi. Et du coup, pour inverser un petit peu l'ordre des questions, mais ça, j'ai plutôt posé la question à Claire. Tout le monde peut ouvrir sa gouvernance, parce que là, on a parlé de start-up, on a parlé un peu de grands groupes. Quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau de maturité, on peut le faire dès le début ou a posteriori. Moi, je suis convaincue que toutes les organisations vont se transformer aujourd'hui. Et qu'en fait, on ne voit plus aujourd'hui les organisations comme une boîte, justement, comme quelque chose de rigide, mais comme un organisme vivant, en fait. Et où les forces en présence et les collaborateurs sont dans des lieux où on investit du temps, de l'énergie. En fait, l'entreprise est un lieu d'accomplissement. Donc, ça ne peut pas rester statique. Donc, il y a un mouvement qui se fait. Et en fait, on parlait de protéiforme, mais je pense que c'est vraiment fondamental de se dire qu'il n'y a pas une organisation qui va se transformer comme une autre. Nous, on accompagne beaucoup d'organisations qui sont, par exemple, d'organisations publiques ou semi-publiques, de CAF, de CPAM, de grands groupes qui, en fait, ont des cultures qui mettent du temps. Il faut du temps pour que les organisations prennent forme. On passe beaucoup par des démarches participatives sur des sujets qui en amènent d'autres, qui amènent à d'autres manières de travailler, à composer des groupes projets, qui viennent solliciter dans les équipes, qui viennent... voilà, donc ça, c'est des formes qui marchent bien. Donc je pense qu'il ne faut pas de rupture, il faut des petits changements. Nous, on croit beaucoup, et je pense que c'est partagé aux itérations par petits pas, où on prend le temps. Et en tout cas, peut-être une autre clé qu'on voit aussi chez nos clients, c'est que les transformations qui réussissent sont fondées sur une vraie authenticité. C'est-à-dire
pas seulement la recherche de production, souvent ça va de pair parce qu'en fait l'engagement génère aussi l'envie de s'investir, l'envie de travailler, l'envie de bien faire son travail. Mais vraiment il faut que vous, en tant que dirigeant, en tant que vous arriviez à insuffler cette volonté d'agir par conviction, voilà. Et pas parce que c'est dans l'air du temps, pas parce que ces formes d'organisation donnent envie, vont générer de l'engagement, mais parce que vraiment fondamentalement c'est ce qui va générer aussi du bien-être au travail et l'envie de collaborer ensemble. C'est pas une rupture obligatoirement, donc ça peut se faire petit à petit, c'est ça ? Souvent les cas de rupture, en fait c'est souvent on calque un modèle et c'est ce qui se passe beaucoup dans les systèmes holacratiques aussi, c'est qu'on calque des modèles qui sont très rigides, alors qu'en fait il y a des cultures d'organisation, il y a des façons de faire, de se retrouver ensemble. Et on le voit bien, et nous, je pense que c'est un peu la même chose chez Flyzenet quand on travaille avec des clients. On doit, nous, en tant qu'externes, s'adapter à la culture et être dans l'observation aussi et toujours redonner la main. Nous, on va jamais dire à des clients voilà comment il faut faire. C'est toujours, on crée des cadres de facilitation pour qu'ils soient en mesure, en fait, en interne, de trouver les solutions à leurs propres problématiques. Ça me paraît essentiel. Ouais, c'est hyper intéressant, et du coup peut-être Anne-Laure tu pourras compléter, mais si du coup c'est pas une rupture, il y a des petits pas à mettre en place. C'est quoi le premier pas ? C'est quoi la première chose qu'on peut mettre en place dès demain pour tous ceux qui sont entrepreneurs là ? Alors, je vais y revenir juste après, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais. En moyenne, les changements, quand j'en ai parlé avec beaucoup de dirigeants, c'est 4 à 5 ans pour vraiment commencer à avoir des résultats et un changement probant. Donc c'est long, c'est très très long. Mais c'est normal. En fait, c'est pas je change, effectivement, je mets on-off. Le jour d'avant, c'était comme ça, et le jour d'après, je suis passée en mode collaboratif. Comme tu l'as dit, et c'est très très bien expliqué, c'est plein de petits pas, et c'est comme ça que vous allez, au fur et à mesure, transformer votre organisation en embarquant tout le monde. Un premier pas à faire, pour moi, alors au-delà de la volonté du dirigeant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais si le dirigeant ne veut pas y aller, ça ne sert à rien, qu'il soit dirigeant, fondateur, celui qui dirige, celui qui aujourd'hui prend les décisions. S'il faut que ces décisions soient partagées, si lui n'a pas envie de les partager, il ne se passera rien. En plus, comme c'est long, il faut vraiment qu'il soit convaincu et qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, on peut le faire pour un besoin de productivité. Si vous le faites pour ça, c'est pareil, ça ne marchera pas. Vous reviendrez toujours sur vos vieux schémas parce que le besoin final, ce sera d'avoir plus de prod. Donc, ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous êtes vraiment engagé, authentique, que vous avez envie de faire confiance, pour moi, un premier pas, c'est une communication transparente. C'est la base et ça permet aussi derrière d'expliquer, répéter ce qui se passe. Donc ça, c'est sur le descendant, parce qu'il va falloir répéter beaucoup, rassurer beaucoup, redire beaucoup ce qui se passe et comment ça se passe. Et aussi en ascendant et en transversal, parce qu'il va falloir écouter les problèmes, ce qu'on vous remonte. Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment on peut l'y améliorer ? Et finalement, c'est la croisée de ces deux-là qui va vous permettre, au fur et à mesure, de transformer la boîte, pas comme vous le voyez, mais vraiment en intégrant tous les retours et les remarques des collaborateurs. Ouais, donc ça vient systématiquement au départ d'une volonté du dirigeant. Oui. Mais ça ne doit pas être facile de lâcher prise comme ça, non ? Oui, alors après, ça peut lui être insufflé effectivement par ses collaborateurs, mais si le dirigeant ne veut pas y aller, il n'a pas confiance, il y a un truc qui le chagrine, en fait, juste ça ne marchera pas. Et vous allez même créer de la frustration, puisque vous allez dire oui, on va faire du management responsabilisant, on va faire des réunions, et au final, s'il ne se passe rien, c'est un côté déceptif qui est pire encore, je trouve. Hugues, tu voulais peut-être compléter et peut-être du coup corroborer avec un peu les difficultés que vous avez pu voir, les facilités aussi un peu. Ouais, alors moi je voulais rebondir sur le 3-4 ans, en fait ça dépend beaucoup de la taille de votre organisation. Si vous êtes qu'une start-up qui est naissante, ça peut être 3-4 mois ou 3-4 semaines, ça peut aller un peu plus vite. Oui, si c'est naissant, mais là par exemple, 5 ans, c'est une boîte qui avait 20 ans et qui s'est transformée et ils sont 35 collaborateurs. C'est pas énorme. Ouais. Mais pour vraiment aller jusqu'au bout où le dirigeant se dit c'est bon, le modèle c'est celui que j'avais imaginé, où je me sens bien, il lui a fallu 5 ans et c'est souvent ce que j'entends. C'est exact. Nous, un peu la façon dont on explique quelles sont les difficultés, c'est de dire que à un moment, quand vous créez votre entreprise, les gens ils vous rejoignent souvent pour votre personnalité et pour le projet. Puis au bout d'un moment, au bout de 10, 15, 20 collaborateurs, vous ne pouvez plus être aussi proche de tous vos collaborateurs. Et donc c'est à ce moment-là nous qu'on conseille de formaliser un cadre qui va être un cadre de jeu. À la fois, donc nous on dit ce cadre il est fait de deux choses, c'était de qui vous êtes, la culture, les valeurs, la raison d'être du projet,
et qu'est-ce que vous voulez réussir ensemble, c'est-à-dire plutôt votre vision, votre stratégie. Et en fait, ça paraît bête dit comme ça, mais moi j'aime bien la métaphore sportive de dire il peut y avoir, mais là dans le cas de l'exemple, il n'y a pas de jugement de valeur entre est-ce que c'est mieux de jouer au foot ou est-ce que c'est mieux de jouer au rugby. Mais quand les gens arrivent chez vous, quand les gens arrivent dans une entreprise, il faut qu'ils connaissent les règles du jeu. Ou alors que si elles sont pas formalisées, vous puissiez leur expliquer. Expliquer c'est bien, mais quand vous n'avez plus le temps d'expliquer à tout le monde, c'est de réunir tous vos collaborateurs et dire ok, ça fait 5 ans qu'on joue au rugby, on se l'est vraiment jamais dit ensemble, on n'a jamais vraiment posé les règles, donc on va prendre un temps pour mettre les bonnes règles du jeu. Et après, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de résoudre 2 choses. L'expérience collaborateur, vos collaborateurs sont bien chez vous parce qu'ils sont bien en train de jouer au rugby. Et le recrutement, vos collaborateurs ont envie de aller jouer chez vous, aller travailler chez vous parce qu'ils ont envie de jouer au rugby. Souvent en France ou dans le monde, on recrute sur les métiers, c'est-à-dire t'es comptable, t'es développeur, donc peu importe si t'as envie de jouer au foot ou au rugby, moi je te demande de bien compter ou de bien, j'ai dit quoi comme exemple, ou de bien coder. Et en fait, c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que t'as envie de coder avec les règles de jeu du rugby, les règles de jeu de notre boîte à nous. Et en fait, c'est bête, mais dans les entreprises, quand il n'y a pas ce cadre-là, on peut pas s'y rattacher. Et c'est valable à mon sens. Jusqu'à 10 collaborateurs, vous n'avez pas besoin d'avoir ces règles parce que voilà, vous êtes un groupe très uni. Mais au bout d'un moment, et parce que les choses vont s'accélérer, parce que vous allez faire beaucoup de croissance, plus le cadre est précis, plus les règles du jeu sont claires, plus les gens vont pouvoir s'exprimer et dire ce qui fait que dans votre cadre à vous, ils vont gagner ou perdre. Et en fait, les difficultés, elles sont liées à quand ce cadre il n'est pas bien posé. Et du coup, il y a de la friction, il y a de la tension parce que le cadre il est pas bien posé, parce que vous ouvrez un nouveau bureau, vous ouvrez un nouveau pays, vous ouvrez des nouveaux services, et en fait les gens vont dire on n'a pas pris le temps de formaliser les règles du jeu. Et c'est dans ces moments, nous on parle de le truc qui fait l'essence de Fly the Nest, c'est faire ça au bon moment. Souvent pour les startups c'est autour des levées de fonds, pour les plus grands groupes c'est quand on fait un nouveau plan stratégique, quand il y a une phase de transmission du codir ou des dirigeants, c'est repérer le bon moment, parce qu'une entreprise sa vie est faite de phases de succession, est faite de succession de phases, et si on schématise des phases de structuration forte, là où il faut redéfinir le cadre, redéfinir des process, etc., et des phases de forte croissance ou fort développement, où là on n'a pas le temps par définition de le faire. Et donc d'avoir dans sa tête, d'essayer de prendre du recul et se dire dans quelle phase est ma boîte, et si c'est une phase plutôt de structuration parce qu'il y a des difficultés marché, parce que vous êtes devenu trop gros suite à une forte croissance, on prend le temps de ressortir un peu, reposer le cadre, et ce qui va nous permettre de plus grandir, et de grandir en escalier, en ayant des fortes marches et pas de façon linéaire. Et pour revenir à ce que je disais au départ, pas de façon linéaire et entre guillemets devenant l'entreprise qu'on n'a pas envie de devenir par la force des choses et en suivant notre petit bonhomme de chemin de croissance. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a des moments où c'est difficile d'être ensemble, c'est difficile de vivre en tant que collectif, c'est difficile de vivre dans une organisation fluide. Ça veut dire que c'est une phase de structuration, et dans ces phases de structuration il faut reposer le cadre, et le reposer si possible, et c'est notre parti pris chez Fly the Nest, de façon collective, parce que si vous le faites de façon collective, par définition les gens ils vont être plus engagés. Et la question qui vient normalement, mais oui, mais si jamais ils définissent des valeurs qui moi sont pas mes valeurs, ou une vision qui est moi et pas ma vision stratégique, les gens vous les avez embauchés quand même a priori pour des bonnes raisons, ils comprennent le projet, donc ils vont pas vous dire dans un atelier collectif de 2, 3, 4 heures ah oui mais non mais tu comprends, on veut aller complètement à 90 degrés de ce qu'on fait depuis 10 ans, ça n'existe pas. Ça, au contraire, il y a vous allez prendre conscience de petites choses, des petits détails qui vont venir enrichir vos valeurs et votre vision, mais ça sera jamais diamétralement opposé. Désolé, c'était un petit peu long. Non, mais c'est très clair. Merci pour ça. Alors, à partir de maintenant, je pourrai accueillir vos questions. Peut-être avant d'accueillir une première question, pendant que vous réfléchissez à ce que vous voulez redire, il y a un truc qu'on a évoqué un tout petit peu, mais qu'on n'a pas extrêmement poussé, c'est la question du recrutement et du turnover. C'est une légende, le fait que ça permet d'engager vraiment les collaborateurs et de les conserver, ou est-ce que ça marche réellement ? Alors moi je donne juste du coup un exemple concret d'un chef d'entreprise qui est intervenu la semaine dernière justement, et lui en 4 ans il a eu 0 turnover. Après est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Pas forcément, le turnover c'est pas forcément négatif, hein. Mais en tout cas les gens ne vont pas partir parce qu'ils ne se sentent plus solidaires de votre entreprise, ils vont partir pour d'autres raisons. Et encore une fois, quand un collaborateur part, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est son chemin de vie qui continue et c'est très bien aussi. Mais le recrutement est quand même beaucoup plus simple.
En fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des points, par exemple, dans le recrutement où, déjà après la crise sanitaire, le fait les organisations ont mis en place beaucoup plus de télétravail, donc il y a des nouvelles, il y a de nouvelles étiquettes où il y a des nouveaux points où il y a une forte attente des collaborateurs et pour attirer, pour fidéliser, c'est des modèles qui donnent envie. Après, il peut y avoir un effet déceptif justement s'ils ne sont pas vécus en interne et si on parlait d'authenticité, si c'est que du marketing, ça fonctionnera pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ces modèles-là, il y a plus de rétention. Il y a un enjeu sur le recrutement en ce moment. Il y a un vrai enjeu à trouver des modèles qui donnent envie, qui engagent. Moi, je suis convaincue, on a beaucoup dit à un moment, les générations d'aujourd'hui vont beaucoup plus changer de métier, etc. En fait, dans ces modèles-là, il y a un engagement qui est très fort, il y a une envie de s'investir. On parlait de répartition du capital, c'est aussi des manières de donner envie de rester et de travailler pour faire grandir, pour croître aussi. Donc on a plein de choses à réinventer pour engager et pour accompagner aussi vers des sorties. On parle beaucoup de onboarding, mais il y a peu d'entreprises qui font de l'outboarding et qui se disent vraiment comment on est au service des collaborateurs aussi dans leur sortie. Comment on vient... Il y a plein d'organisations qui maintenant mettent, par exemple, au lieu de faire des ruptures conventionnelles, qui vont financer des nouveaux projets RSE qui sont portés par les collaborateurs en interne. Enfin, il y a plein de nouvelles façons d'imaginer les choses aussi pour créer du lien vers les sorties. Je vais peut-être avoir une réponse un peu plus nuancée. Moi, j'essaye pas de promouvoir l'autogouvernance. J'essaye juste de dire si l'autogouvernance est le bon mode de fonctionnement pour vous et c'est une boîte, vous avez envie de construire une boîte comme ça, c'est très bien. Sur le recrutement, en fait, moi, je pense que c'est assez radical au sens où poser ce cadre dont on parlait ou ces méthodes de fonctionnement, de décision dont on parlait, ça convient pas à tout le monde. Et donc, une fois qu'on a posé le cadre, il y a des gens à qui ça va permettre de partir et partir pour des bonnes raisons parce qu'ils sont pas en accord avec ce cadre. Ou de pas venir chez vous parce qu'ils sont pas en accord avec ce cadre, et d'autres effectivement ça va leur permettre de rester plus longtemps. Moi je raconte souvent cette anecdote où dans notre process de vente parfois on essaye de voir si les fondateurs sont alignés, donc on fait un petit atelier et là manque de bol ils étaient 4 associés, il y en a 3 qui sont partis, donc dommage pour nous, ils nous ont on a travaillé pour eux qu'un an plus tard quand le CEO avait pris le temps de reconstruire la boîte, mais rien que de passer 3 heures avec eux ils se sont rendus compte qu'en fait ils étaient pas du tout d'accord sur la vision entre associés et voilà. Voilà, ils ont gagné du temps. Moi, je suis très heureux de cette issue. Et deuxième élément de réponse, c'est parfois, et ça c'est plus lié pas à la gouvernance mais à la vitesse. Parfois, c'est difficile pour des personnes de faire évoluer leur posture et de grandir aussi vite que l'organisation quand ils sont, là je parle en particulier pour les startups ou les entreprises en très forte croissance. Et donc, il faut accepter en tant que dirigeant et en tant que collaborateur que parfois on a atteint des plafonds de verre, que les phases de l'organisation qu'on traverse, par exemple, certaines personnes vont être très contentes de travailler dans une phase de lancement d'une organisation vraiment en mode entrepreneurial, etc. Au bout de 50 personnes, quand ça va se structurer, c'est moins leur truc. Et du coup, accepter, être lucide sur le fait que c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, savoir virer ou remercier ou dire au revoir, on dit comme on veut, ou savoir partir quand la croissance va trop vite pour nous ou que on n'est plus dans la phase qu'on aime dans l'organisation. Ça, je pense, c'est important aussi. Parfois, les CEO eux-mêmes ont ce truc-là, c'est-à-dire eux, ils aimaient bricoler, ils aimaient inventer, ils aimaient lancer des choses auxquelles maintenant le projet fonctionne, on est rentable, on doit accélérer, on a levé des fonds dans plein de pays. Ils s'emmerdent un peu parce qu'il n'y a plus rien à créer. Donc soit il faut créer des nouvelles offres, aller sur de nouveaux marchés, faire évoluer le business model, mais même parfois les dirigeants, cette question-là pourra se poser pour vous à un moment de votre croissance, quoi. Et donc on peut se former, mais aussi il faut savoir, on accompagne back market. Nous, Thibaut, le CEO, il me disait, moi mon enjeu c'est simple, il y a 2 ans c'était recruter des gens meilleurs que moi, et maintenant c'est dire aux gens que j'ai recrutés qui sont meilleurs que moi qu'ils doivent faire la même chose avec les gens qui recrutent. Et donc réussir finalement à accepter aussi qu'on n'est plus le meilleur, et que ça prendrait trop de temps de se former sur des sujets soit de management, soit d'expertise, et donc accepter des gens recrutés meilleurs que nous. Le CEO de Content Square, qu'on a accompagné aussi à leur début, nous disait moi cette année mon but c'est de réduire 50% mon temps de travail. Alors au début je lui dis désolé, j'ai pas compris. Il dit si 50%, donc j'ai recruté 6 personnes en dessous de moi qui du coup moi je suis tranquille, je gère les sujets, mais ils font ça bien mieux que moi. Alors évidemment
enfin, sauf si j'ai loupé des gens dans l'invitation, mais vous êtes ni Back Market ni Content Square, mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut, en tant que dirigeant, aussi se dire le cadre que je m'étais fixé, il était peut-être trop ambitieux aussi pour moi, et du coup savoir recruter des gens par le haut, entre guillemets, meilleurs que vous, meilleurs managers que vous, meilleurs experts que vous sur vos sujets. C'est ça qui vous fera aussi aller vite, et c'est ça qu'attendent vos investisseurs, je pense aussi. Vas-y, alors je t'en prie. Et puis je vais la répéter au micro juste après. Comment ça se passe du coup dans une entreprise responsabilisante pour déterminer les salaires? Moi j'ai rapidement deux peut-être éléments. Il y a ce process de décision et moi je conseille d'être transparent sur la façon dont sont calculées les rémunérations. Comme ça à l'embauche et dans l'entreprise, une fois que vous avez une certaine taille, tout le monde comprend comment sa rémunération est calculée. Et la deuxième chose, et nous à chaque fois qu'on le fait, c'était très très puissant chez nos clients et chez nous, c'est de faire beaucoup de pédagogie financière sur comment fonctionne la boîte, quels sont les grands équilibres de la boîte en termes de charges, en termes de revenus. Et les gens, ils vont pas demander à être payés 5 000 s'ils voient qu'à la fin de l'année, ou enfin 5 000 s'ils étaient à 3 000 par exemple, s'ils voient qu'à la fin de l'année, on fait pas de résultats par exemple. Donc on peut pas s'augmenter quand la boîte est pas rentable par exemple, sauf si on est une start-up et que c'est normal dans le modèle et qu'il y a des fonds pour ça, il y a de la trésor pour ça. Et en fait, c'est quand on dit on décide nous-mêmes de notre salaire, il faut avoir des éléments pour prendre une décision éclairée. Donc c'est souvent les équilibres financiers de l'entreprise et entre nous, entre pairs, est-ce que les gens sont payés au même niveau, etc. Je vous laisse compléter. Nous aussi, on a expérimenté, pour donner un exemple de comment ça peut fonctionner, donc des salaires responsabilisants. C'est-à-dire que toute nouvelle personne qui arrive, on prend un temps, on lui envoie la grille de nos salaires avec nos salaires, notre niveau d'expérience, plusieurs éléments qui permettent de se positionner et de se dire voilà, moi j'aimerais me positionner à temps, pourquoi et en fait, il n'y a pas de réaction ou de retour qui sont faits. C'est-à-dire qu'on va essayer de clarifier son positionnement, voilà, mais c'est la personne qui prend une décision. Ça arrive à la fin d'un process de rémunération aussi qui est long, où justement on s'est assuré que la personne soit en cohérence, avec le plan aussi, la vision de FlexJob. Et on fait la même chose, dans nos augmentations. Donc il y a des années, au tout départ, où au contraire on était dans une situation compliquée. Au bout d'un an, je me souviens, qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va vraiment pouvoir se verser des salaires, etc. Mais on a une politique assez comme Jérémy aime bien le dire, qui s'occupe, on a des rôles financiers, donc assez bon père de famille, on va pas prendre de risques. Et en fait, le fait qu'on soit très responsabilisé sur cette partie augmentation, etc., fait qu'on va être plutôt à pas trop prendre de risques plutôt qu'à trop s'augmenter. Et c'est ce qu'on voit en général dans les process responsabilisants. On retrouve un peu ce même constat, notamment dans les prises de congés. En fait, on est plutôt à s'inciter les uns les autres à prendre des congés puisqu'on n'arrive pas au plafond légal, quoi. Donc voilà. Et pour vous donner un autre exemple peut-être d'un client, une école qui s'appelle O'Clock, pour pas la citer, qu'on a accompagné sur la mise en place d'un système de rémunération. Eux, dans leur système, ils étaient dans un contexte de forte croissance et ils se sont dit, voilà, comment est-ce qu'on arrive à avoir une rémunération plus juste, plus équitable, plus équilibrée, etc. Et ils ont mis en place un groupe de travail qui allait solliciter des avis dans le collectif, essayer de construire un modèle qui puisse paraître juste, parce qu'il y a une vraie question autour de ces salaires-là. Et ils ont abouti à une grille avec une grille de calcul, voilà, qu'ils ont vraiment co-construit et qu'ils ont fait valider après par le comité de direction, mais qui a été proposé dans une démarche participative. Voilà. Et souvent, on retrouve ces systèmes de grilles qui réapparaissent. Ça soulève plein de questions, hein. Nous, chaque année, on a un groupe rémunération qui... comment est-ce qu'on fonctionne pour nos augmentations ? On a un temps où, par écrit, chacun vient dire est-ce que je veux ou pas une augmentation, de combien, pourquoi. Et ensuite, on a un temps collectif où chacun explicite son positionnement, chacun clarifie. On ne réagit pas, on vient clarifier, poser des questions de clarification. Ensuite, on a un entre-deux tours. Donc, c'est-à-dire que chacun va aller voir les uns et les autres en disant par rapport à un tel, ça me semble juste, ça me semble pas juste. Est-ce que tu as réfléchi à ça ? Est-ce qu'il y a d'autres formes aussi de croissance que tu imagines, etc.
Et on a un deuxième tour où là, chacun se positionne. Donc vraiment, se responsabilise de son augmentation. Super, merci pour ces réponses. Merci pour la question. C'est vrai que c'est un aspect qu'on n'avait pas du tout abordé. C'est hyper important. Il y avait d'autres questions, je crois. Quels sont l'ensemble des bénéfices qu'on peut en retirer du coup d'ouvrir sa gouvernance? Je vais juste commencer encore une fois par le dirigeant parce que moi c'est avec eux que j'échange beaucoup et moi c'est pour ça que je le fais. Déjà de la tranquillité d'esprit, l'impression de ne pas être seul. Et on le sait, des fois pour un dirigeant c'est compliqué, une boîte en croissance, que ce soit une boîte en croissance, une PME, une ESN, ce que vous voulez, c'est un poids. Et là déjà c'est se dire en fait je suis pas seul, je suis en train de construire quelque chose et je suis aussi en train de m'accomplir en tant que dirigeant. Et après on pourra en parler mais ça a été prouvé maintes fois qu'une entreprise responsabilisée, un management responsabilisant, obtient des résultats extraordinaires. Je reprends l'exemple de HCL. Ils étaient en désuétude, ils étaient en train de tomber dans le fond du classement des ESN, ils n'arrivaient pas à se réinventer. Juste cette modification du mode de management les a amenés dans le top 2. Ils étaient deuxième ESN en Inde, avec la plus forte rentabilité. Et ça, ces exemples, on en a un peu partout, tout le temps, avec tout le monde, tout simplement parce qu'effectivement, tu diminues le temps de décision. Moi, je trouve qu'un des bénéfices aussi, c'est nous, ce qu'on dit souvent, c'est que en tant que dirigeant, vous vous sentez poussé par vos collaborateurs qui viennent vous voir en disant j'ai besoin de ton aide là-dessus, et plus est-ce que je peux décider ça ou autre chose. Et donc se sentir poussé plutôt que de devoir tirer ses collaborateurs et l'entreprise. Et effectivement, après, il y a des meilleurs résultats business, on va dire. Il y a Yves Claude, la personne là, qui est devenue PDG d'Auchan, qui était DG de Decathlon avant, avec qui on a travaillé et qui un jour a expliqué un truc que moi je trouvais incroyable, c'est de dire, moi ce que j'ai fait chez Decat, c'est simple, si tu dis à un magasin qui doit faire x10, tout le monde dit c'est pas possible. Si tu vas voir le mec du rayon natation, que tu lui dis sur ce mètre de linéaire des lunettes, tu fais ce que tu veux, mais je veux que tu fasses x10. Mettre chaque personne en projet, peu importe le poste dans l'entreprise. Et je pense que, moi je dis parfois quand j'étais au collège, jamais j'achèterais quelque chose chez Decathlon. Aujourd'hui, la personne qui me dit ça, je pense que tout le monde veut aller chez Decathlon, c'est juste la meilleure marque, c'est incroyable. Et parce que tout le monde est en projet, tout le monde se dit comment je peux améliorer ça, les produits, tout le monde a son poste. Ils ont supprimé aussi beaucoup de management intermédiaire. Alors là, de façon un peu radicale, ils en reviennent un petit peu. Mais c'est aussi peut-être ça la chose, c'est qu'ils ont fait des phases radicales, mais ils apprennent. Ce qui est bien, c'est quand on teste des choses, on apprend. Ils y reviennent un petit peu. Et voilà, on navigue. Mais le but, c'est de bouger et de communiquer à vos collaborateurs que vous voulez bouger pour qu'eux s'inscrivent dans ce que vous avez envie de faire. Ça fait naître d'autres difficultés, mais qui sont de nature toujours plus constructrices. Constructive. Et juste pour compléter la question, merci parce que c'est hyper intéressant. Tu disais tout à l'heure, ça doit être une externalité positive tout ça. C'est pas forcément la raison pour laquelle on le fait. C'est pas la performance économique ou la capacité de recruter plus facilement. Ça doit être vraiment un des bons effets qui va en découler. Oui, en fait c'est toujours pareil. C'est est-ce que tu le fais pour avoir des bénéfices ou est-ce que la résultante ce serait d'avoir des bénéfices? Si tu cherches tout de suite la résultante, ça va pas marcher. Donc ça, c'est hyper important. Et on le voit, par exemple, tu disais, j'aime bien de ne pas tirer les collaborateurs, mais d'être poussé, de pouvoir, encore une fois, donner sa confiance pour avoir la confiance des collaborateurs. Si on prend l'exemple de LDLC, par exemple, à Lyon, pendant le confinement, ils se retrouvent avec plein de commandes qui explosent, parce que forcément, tout le monde achète des ordis, on est chez nous, on n'a rien à faire, on achète des ordis. Et là, ils ont des préparateurs de commandes et ils leur disent, écoutez les gars, là, les commandes montent. Mais on ne va pas vous imposer de venir, parce que c'est compliqué. Donc, c'est libre. Ceux qui ne veulent pas venir, vous êtes payés à 100%. Ceux qui veulent venir, vous venez. Et ils ont 85% des préparateurs de commandes qui sont là. Et qui sont là pendant tout le Covid. Alors qu'à cette période-là, on ne savait pas réellement si c'était grave, pas grave, dangereux, pas dangereux. Donc, cet engagement-là, c'est irremplaçable. Au-delà de la prod, c'est vraiment cette impression de construire quelque chose et d'avoir un organisme vivant, comme tu le disais, et avec un but. Oui, et pour compléter sur la question, quel bénéfice, ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est de l'énergie collective. C'est l'énergie collective qu'une transformation vient créer. Et on le sent tout de suite, en fait, quand on arrive dans des locaux où les gens sont engagés et sont contents de se lever le matin, on n'a pas le même travail et on n'a pas les mêmes résultats aussi qui se font que quand on peine à se lever, qu'on retrouve une ambiance stressante et angoissante.
Et en fait, tout ça va de pair. En fait, c'est vraiment un mouvement collectif qui va générer de l'énergie. On dit souvent que la transformation, c'est comme un bifidus, c'est bon à l'intérieur, mais ça se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est visible, en fait, ça se transcrit, ça se retranscrit dans le travail, mais parce qu'il y a un point de départ qui est intérieur, qui vient du dirigeant, on l'a dit, et qui engage, en fait, qui vient responsabiliser. Super, je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus parce que je vois le temps qui passe et puis on a encore pas mal de choses à se dire après dans la journée. Donc super intéressant, merci. On peut les applaudir peut-être ?